Nous allons avoir une discussion croisée ce matin avec, d'une part, Madame Bénédicte Ledan s'entretiendra avec Monsieur Paul Gilroy, qu'elle va vous présenter juste après que moi je vous ai parlé quelque peu de Monsieur Orsena, avec lequel je vais m'entretenir. Et donc le système, on va dire, le fonctionnement de la matinée, de l'échange, ça va être un croisement de questions. Donc voilà, bienvenue à tous. Et moi je commencerai alors à vous parler de Monsieur Orsena, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Monsieur Orsena, dans votre dernier roman, qui s'intitule L'origine de nos amours, l'un des personnages s'exclame: pour un romancier, le mensonge est une obligation, non? Ce serait la vérité, la faute professionnelle. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de multiplier ce genre de fautes dans cette brève présentation de votre personne et de votre œuvre, parce que, bon, n'étant pas romancier, je ne suis pas coutumier du mensonge, on va dire. Rappelons tout d'abord que Orsena... Ça vous autorise aussi la franchise. Voilà, tout à fait. Donc si vous êtes vraiment franc, ça veut dire que de temps en temps, vous mentez. Oui. Non, je ne parle pas de votre vie privée, bien sûr. Tous les Liégeois sont menteurs, en fait. Oui. Voilà. Ah ben, j'espère, c'est pour ça que j'aime tellement venir ici, puisque c'est la capitale du roman. Voilà. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien parti. L'échange va être fructueux, hein, ouais, ça, vous allez voir. Rappelons donc tout d'abord que Orsena, c'est le nom de la ville imaginée par Julien Gracq dans Le Rivage des Syrtes, et que ce pseudonyme est davantage, finalement, en ce qui vous concerne, un baptême qu'un choix délibéré, dans la mesure où c'est Julien Gracq en personne qui vous en a adoubé lors de votre première rencontre. On pourra l'évoquer peut-être tout à l'heure brièvement. Mais avant Éric Orsena, il y a Éric Arnoult, que l'on aurait pu imaginer voué à une toute autre destinée que celle d'écrivain, puisqu'il poursuit des études de philosophie et de Sciences Po, s'engage en politique très jeune et poursuit des activités de recherche et d'enseignement dans les domaines de la finance internationale, de l'économie, du développement, recherche qui d'ailleurs l'occupe encore une très large part de son temps aujourd'hui. On parlera aussi tout à l'heure de votre mode de vie, de votre finalement de cette double engagement dans la littérature et dans la vie concrète que vous menez au quotidien. On sait aussi quelle fonction de conseiller culturel et de plume à discours vous avez occupé dans l'entourage de François Mitterrand jusqu'à parvenir au Conseil d'État. Mais Éric Orsena est avant tout un homme libre qui toujours chérira la mer, selon le vers de Baudelaire, un nomade qui privilégie les voies maritimes et fluvial. J'en ai discuté un petit peu avec lui tout à l'heure, je crois qu'il est bon d'y assister. Il a ainsi visité, alors moi j'avais en dernière information 80 pays, mais il m'a précisé tout à l'heure 94 en traduction simultanée belge, et parcouru tous les continents jusqu'à ceux qui sont faits de glace. Rien que de légitime donc à ce qu'il occupe à l'Académie, dont il est devenu l'un des immortels le 28 mai 1998, le fauteuil 17, celui du commandant Cousteau. Citoyen du monde, Orsena l'est depuis sa naissance, en mars 1947, par le mélange des identités qui le fondent, un père d'origine cubaine, des racines luxembourgeoises par sa mère, mais surtout par une façon de se confronter au réel et une audace à mener des combats progressistes. On lui dit ainsi d'avoir cofondé Cital, la société qui lancera la première liseuse électronique en France, ou de participer à des spots publicitaires pour UNICEF, à des parrainages associatifs, etc. Il est aussi fou de bateaux, ceux dont il prend la barre, que des livres, ceux qu'il écrit, et il avoue volontiers aimer les histoires mieux que lui-même. Son plus grand succès de librairie est bien entendu l'exposition coloniale, qui sort en 1988 et remporte le prix Goncourt. Mais dans sa bibliographie longue comme un bras de mer, tant du côté du roman, le dernier en date étant L'origine de nos amours paru chez Stock, que de la fable grammaticale, avec le cycle dont le premier volet est La grammaire est une chanson douce. La vie, dit-il, est la seule carrière qui m'intéresse. Cette citation du romancier Éric, avec un K, Orsena, qui n'a rien d'un mensonge, elle, ne résume-t-elle pas parfaitement l'homme Éric, avec un C, Arnoult? It's a great honor and pleasure to welcome Paul Gilroy to the University of Liège, where his work has been studied in various fields of the humanities and social sciences. Paul Gilroy is one of the leading thinkers in the Anglo-Saxon world today,
and his transdisciplinary writings have had a groundbreaking impact on different fields, among which cultural studies, history, literature, musicology, philosophy, and sociology. He has taught in prestigious academic institutions, including Yale University and the London School of Economics, and at present is Professor of English and American Literature at King's College London. Paul Gilroy's best-known work is probably the 1993 volume The Black Atlantic, which was translated into French as L'Atlantique Noir, which conceptualizes the Atlantic Ocean as a transnational, rhizomorphic, fractal structure that saw the birth of modernity and significantly shaped the heterogeneous societies on both sides of this wide expanse of water. But Paul Gilroy is also the author of many other books, such as There Ain't No Black in the Union Jack, published in 1987, Against Race, Imagining Political Culture Beyond the Color Line, published in 2000, or After Empire, Melancholia or Convivial Culture, published in 2004. In all his critical writings, Paul Gilroy has denounced the excesses and absurdities generated by absolutist discourses, whether imperialism, nationalism, or racism. He invites us to adopt a form of genuinely cosmopolitan humanism that goes beyond man-made barriers. Needless to say, such reflections are of glaring relevance in a world marked by hardening identities and obsessed with ethnic and religious divisions. We are therefore very much looking forward to hearing what he has to say. And in the meantime, please join me in welcoming him here and thanking him for taking part in this event. A very general question. How would you define the role played by the sea or the ocean in your work? I just mentioned your best-known book, The Black Atlantic, which evokes the Atlantic as a space of transcultural connections. What about your other writings? Is the impact of the sea and the ocean as visible in them? I was a child in a city where the old jugular vein of empire ran through the center. So I feel that my London life was something that was conditioned by a history of maritime commerce, but also maritime statecraft. I think this is a deep impact, and the arguments in Black Atlantic with regard to culture as something which is not bound only to territory, is not only a Tellurian phenomenon, grow from this sense. It's connected, I suppose, also with the fact that I was the child of a migrant who migrated on a boat. So the mythology of maritime travel and migrancy is part of my own formation. I'm at the moment trying to work more systematically on the law of the sea and to try to approach a view of jeopardy in the water in the way that has been suggested by writers like Hans Blumenbach, who see the spectator on the shoreline looking at the struggle in the water, the vulnerability in the water, as the beginning of theoria. This is Blumenbach's argument. So I'm returning to these ideas. I think as a child also, one of my most favorite books, a gift from my parents, was Rachel Carson's book, The Sea Around Us. And I would like to think that the Black Atlantic project, as an intervention anyway, grew not just from a deep engagement with the history of slavery, with the history of imperial expansion, but from my fascination with ocean currents and
and maritime weather which make the life of the Atlantic as a system possible, really, even though I would only get to investigate these things in more detail much later in life. I think I've become lately concerned to address the fact that the original human beings on our planet emerged on the shore, and to visit those parts of the world which were once shore but are shore no longer. I think the sense of, how can I put it, hierarchy of a form of state, a form of government, forms of law which the historians of sovereignty, the political theorists are very Tellurian in their perspective. And I feel that there is a large imperative to correct these ways of understanding power, understanding history, which are too narrowly bound to land. Ma question ira dans le même sens, en fait, par rapport à ce rapport à la mer, ce rapport intime à la mer. Je me base sur une des citations qui est dans les 20 premières pages de L'origine de nos amours, donc le dernier roman en date, où vous écrivez « Pour retrouver des forces, rien ne vaut la proximité de la mer. Peut-être parce que toute vie vient d'elle, il doit nous rester une très longue mémoire de cette énergie première. » Et dans cet extrait, il y a peut-être tout ce qui régit justement votre rapport intime à la mer comme origine, la mer comme porteuse d'énergie et de force, la mer comme mémoire. Est-ce que, et alors aussi, bon, on sait que vous êtes non seulement dans votre fibre d'écrivain nourri par la mer, mais aussi dans vos engagements. Donc, est-ce que, voilà, on pourrait peut-être commencer par ce regard? Oui, je me sens en grande fraternité avec Paul, parce que j'ai l'impression que tout a été décidé par la proximité avec la mer. C'est-à-dire, j'étais petit Parisien, je travaillais bien à l'école parce que ça m'intéressait, puis je ne voulais pas être ennuyé, je ne voulais pas qu'on m'embête. Mais les seuls mois qui comptaient, c'était les mois que je passais au bord de la mer, dans l'archipel de Bréhat, dans la Bretagne Nord. Pourquoi? Parce que c'était une île, il n'y avait pas de voiture, donc on était dans la liberté pourvu qu'on sache nager. Donc on faisait des tests. Et si on réussissait ces tests à 4-5 ans, on avait le droit d'aller n'importe où. C'est là où j'ai découvert l'instabilité, puisque en ville, on est dans un univers stable. On ne remarque même pas le passage des saisons. Il y a 2-3 feuilles en plus sur les trottoirs, mais c'est tout. Alors qu'en mer, il y a un écart entre marée haute et marée basse qui peut dépasser 11 mètres. 11 mètres. Donc aucun paysage n'est stable. Donc je me suis dit que la réalité du monde, c'est l'instabilité et non pas la stabilité. C'était dans une île, donc l'île, c'est à la fois l'enfermement et l'imaginaire. L'enfermement parce qu'à partir de 19h le soir, il n'y a plus de vedettes. On est enfermé. Donc on est entouré par le vide, donc entouré par le plein possible. C'est-à-dire on peut imaginer. Les nuits de tempête, on a l'impression que l'île va se décrocher. On l'espère et on va s'en aller naviguer au loin. Et puis très très vite, je me suis rendu compte qu'au fond, écrire et naviguer, c'était la même chose. Pour une raison très simple, c'est que sur la mer, il n'y a pas de route. On peut choisir ce qu'on veut. C'est à la fois l'inconfort et la merveille du roman. On me demande sans arrêt, mais est-ce qu'il faut dire « je », est-ce qu'il faut dire « il », est-ce qu'il faut employer le présent, l'imparfait? Vous faites comme vous voulez. Il y a des très bons livres avec « je », il y en a des très mauvais. Il y a des très bons livres au présent, il y en a des très mauvais. Donc voilà, il n'y a pas de recette, il faut continuer. Et puis, en tant qu'économiste, je me suis rendu compte très très vite que s'il n'y a pas les océans, il n'y a pas de mondialisation. Il n'y a pas de mondialisation, parce que les transports terrestres, c'est rien par rapport aux transports maritimes. 85% de tous les transports aujourd'hui sont des transports maritimes, parce que le transport maritime coûte rien. Il faut savoir que le coût de transport d'un ordinateur entre le port de Shanghai et l'Europe, c'est moins de 1 euro pour un ordinateur qui peut en valoir 600, 800, 900. Et qu'il y a des, comme on dit, des frais de retour.
Et que, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec le papier, notre cher papier, les cartons? C'est le fret de retour. C'est-à-dire les Chinois, ils nous envoient tous les objets qu'ils fabriquent dans des cartons, et puis on leur envoie les cartons pour qu'ils nous renvoient d'autres produits. Et donc il y a ce recyclage incroyable, parce qu'ils n'ont pas de forêt, donc ils recyclent, etc. etc. Donc je me suis dit que la mer, c'était l'origine, l'explication, la liberté, le vertige, la terreur, la merveille, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et on va plus loin. Et c'est pour ça que ce que j'ai entendu, les quelques mots de Paul qui me donnaient énormément envie de le lire, et je me fustige de ne pas l'avoir lu avant, c'est que c'est la vérité, elle est là. Et si on va plus loin, si on va dans le domaine de la morale, j'ai une conviction de plus en plus forte qu'il faut se conduire sur terre comme si on était sur mer. Parce qu'en mer, on ne triche pas. C'est ça qui est intéressant dans un équipage. Alors il se trouve que je navigue beaucoup, et en régate, et aussi à travers les mers. Et donc, c'est le juge de paix quand vous êtes 7 semaines sur un bateau de 15 mètres pour aller en Antarctique avec une moyenne de température à bord de 13 degrés, il vaut mieux bien s'entendre. Et dans notre équipage, il y avait un ornithologue. Lequel ornithologue, il n'avait jamais navigué. Mais simplement, notre centre de recherche avait trouvé bon de profiter de notre voyage pour venir. Alors c'était un des moments les plus comiques de ma vie, parce que pendant 7 semaines, il a été malade du premier jour au dernier jour. Et alors son boulot, c'était de compter les oiseaux. Donc il y a des procédures très précises, il se mettait à l'avant, il avait des jumelles, un crayon, un carnet et un seau. Et il notait une océanite, et il gerbait. Et il notait, il gerbait. Des petites queues de renard, comme on dit. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Quand on vomit, on dit on se fait une petite queue de renard. C'est assez joli parce que c'est, d'un point de vue de couleur, c'est extrêmement réaliste. N'est-ce pas, monsieur le professeur de français? En wallon, on dit renarder. Vous êtes renardé. Renarder. Eh bien, je vais renarder. C'est quand même beaucoup mieux que vomir, non? Renarder. Donc, parce qu'on est là aussi pour la langue française. Donc voilà, la mer, c'est tout. La mer, c'est tout. Donc voilà. Donc, j'ai rien à vous dire. Je suis l'assistant de Paul. I'm not sure. Yeah, okay. So there are obviously lots of points of convergence between your two imaginaries, and I'd like to go on in the same vein by asking you about your origins. Paul, you said that one of your parents was a migrant, and your mother was from Guyana, which is part of the Caribbean. Do you think that the Caribbean, the West Indies, have played a part in your maritime imaginary? You know, we borrowed from St. Lucian Derek Walcott the title of this event, The Sea's History, La Mer et Histoire. Does that famous line speak to you in any way? Certainly, it does. I suppose I should say also that my childhood visits to Guyana were I was impacted very strongly by the fact that it's a country which is below the level of the sea, you know, and all along the coastline, as I'm sure your Dutch neighbors will have told you, they fortified it against the encroachment of the water, technology they now sell worldwide and will be selling more of in the years ahead. So I think this sense of a sea wall, the sense of being also raised by someone who grew up in proximity to the water, gave me a great fear, actually, of the sea. When I went to visit my cousins in the Caribbean, in Guyana, they weren't running into the sea or the river. The large river, the Babis River, which forms the boundary between Guyana and Suriname, is where my family comes from. And it's a place of danger as well as a place of freedom, I suppose one would say. This is not straightforward. So I think the freedom of water, the savouring of the fact that we are water, actually, we are water, and our primal vulnerability is something we know from our buoyancy as well as from our
navigation. So I think these are things which are quite complicated for me. With your drawing of Walcott's marvelous line from his extraordinary poem, I suppose I think about that poem is really addressed to the silence that results from the trauma of a Middle Passage, the enforced journey, the transmutation of the African into the Negro slave. And I think this connects, in a way, it's a Caribbean, it comes to us on a Caribbean detour. But this is part of a very profound kind of English sensibility, which is connected in my mind with the moral crisis of the slaver who throws the slaves into the water to collect the insurance money, and the founding place of the Zong case in the legal battle over the legitimacy of slavery, something which reverberates long into the 19th century, when, Turner paints his famous slave ship painting of the slavers throwing overboard the dead and the dying, typhoon rushing on. This scene, thick paint with the sublime force of nature there. The fish is eating the body of the chained slave in the foreground. This is a kind of English problem. This is an English problem, not really a Caribbean problem. And I think for what writers in my generation... A French problem too. A French problem. I was being polite. No, don't be. I know history a little bit. So this crisis is one that reverberates, and it's a crisis which is staged repeatedly around the justice, the legitimacy, the legality, the morality of this action. What is at stake in this trade? How can it become part of history? How are history and nature to be seen in relation to one another, where this epiphany is presented? And Walcott, like Dabydeen, like Turner, and many others, stages this problem in a maritime environment. Ma question portera aussi sur les origines, justement, parce que la citation tout à l'heure, j'en ai préparé d'autres quand même, je me focalise pas sur une seule citation, mais celle-là quand même, l'histoire avec la proximité de la mer, je me suis dit qu'on pouvait l'orthographier aussi avec, d'une autre façon, M, accent grave, R-E, et l'origine de nos amours, qui est plutôt le roman du père, se termine par une ouverture, un appel, où vous dites maintenant à toi de raconter, maman, ça présage peut-être d'une suite dans ce sens-là. Vous vous définissez comme appartenant à un environnement qui est cubainement dopé à la fiction. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi chacun justement de vos ascendants et cette question de l'origine a nourri chez vous le vice impuni de raconter des histoires finalement? Alors, il se trouve que du côté de ma mère, il y a des fleuves ou des rivières, puisque du côté de son père, c'était le Luxembourg, la Moselle et le vin, et du côté de ma mère, c'était la Loire, Saint-Nicolas de Bourgogne et le vin. Et il se trouve que ma mère, qui est malade d'Alzheimer, a été beaucoup dans le passé, toute sa vie, puisqu'elle était monarchiste. Donc elle racontait des histoires de rois, de reines, et son but aurait été, sans se l'avouer complètement, c'est que son but déçu, évidemment, que je devienne roi de France. Ce qui était difficile, puisque j'étais militant socialiste, donc c'était un peu compliqué que je devienne roi de France pour toutes sortes de raisons, et notamment pour certaines convictions. Et donc, elle racontait des histoires de rois, de reines, et un jour, mon fils, tu seras roi, etc., etc. Enfin, comme toutes les mamans, quoi. Elle n'était pas juive, mais elle aurait mérité. Je pense qu'au tour extérieur, elle a pu être baptisée juive parce qu'elle avait une ambition vraiment très forte, comme Jean-Romain Gary. Vous voyez, il fallait. C'est-à-dire que dans la vie, c'était...
j'avais le droit d'être premier. Quand j'étais deuxième, on me commençait à faire la grimace, et quand j'étais troisième, j'étais puni. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, on donne plus de notes, je veux dire, c'est un peu moyen, quoi. Vous voyez, c'était la pression était forte. Donc ça, c'est le côté de maman. Et le côté de mon père, c'était la légende. La légende voulait que, et on est quasiment cousins, puisque il y avait une légende selon laquelle on était cubain. Et que la famille était venue d'abord à Santiago de Cuba et ensuite un peu partout dans les îles de Cuba. Et donc, quand mon père a pris sa retraite, il a commencé à travailler la question. Et il s'est rendu compte que c'était vrai. Donc il y a les actes de baptême, etc. Donc pendant tout le 19e siècle, on est cubain, on venait de France, puis on s'est marié avec des Cubains, etc. Donc cubain, donc c'était bien. Donc pour nous, l'oncle d'Amérique, c'est pas du tout l'Amérique du Nord, c'est le latino. Moi, je me sens. Et quand j'ai eu le Goncourt sur l'exposition coloniale, un roman qui se passe principalement au Brésil, on m'a dit enfin un écrivain latino-américain de langue française. Et alors j'étais au-delà du bonheur. Parce que c'était des histoires incroyables, des histoires, et que je suis plutôt rationaliste. Enfin, à partir de 9h le matin, je suis plutôt dans la raison. Enfin, si l'économie peut être une raison, comme vous savez, l'économie est quand même tout à fait déraisonnable. Mais enfin, on fait semblant de croire que l'économie, c'est raisonnable. Mais de 6h du matin jusqu'à 9h, je suis plutôt dans le réalisme magique que ce que je vais devenir après. Donc c'est assez amusant de voir ces deux parties-là. Et donc à chaque fois, c'était des histoires. Mon grand-père me racontait des histoires, mon père me racontait des histoires sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et peut-être parce qu'ils s'ennuyaient un peu dans leur vie. Et moi, je me disais, la meilleure façon de raconter des histoires, c'est s'en inventer soi-même. Et pourquoi je suis écrivain? C'est parce que j'ai envie d'avoir une sorte, comment dire, de circuit court. C'est-à-dire de mois à mois raconter des histoires. Comme ça, je me raconte des histoires tout le temps. Par exemple, ce matin dans le train, j'ai trouvé des trucs incroyables avec l'histoire d'un piano. J'étais vachement content. Et donc, ça va, quoi. Je me sens en pleine forme. On voit ça. Parce que, et ma mère avait cette phrase incroyable que j'ai entendu dire, c'est que je pense que elle me racontait que ça a duré 3 mois, parce que les 3 premiers mois, elle a dit travaille d'abord, tu joueras ensuite. Et au début du 4e mois, elle a dit si tu pouvais jouer un peu quand même. Et j'ai dit à ma mère pas du tout, le travail m'amuse plus que le jeu. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et donc j'ai absolument pas l'impression de travailler. On peut dire que je travaille tout le temps, mais en fait je travaille jamais. Donc l'amusement, il est croissant. Et il est croissant, c'est-à-dire que dites-vous bien que si on a la chance d'être en bonne santé, pour l'instant c'est le cas, plus on avance en âge, plus c'est marrant. Parce que plus on est libre, je vous assure, hein, je vous assure. D'ailleurs, c'est le recteur qui m'a dit d'être optimiste. Donc, il m'a dit, on veut bien vous donner cette distinction, mais il faut que vous soyez optimiste, autrement, c'est rayé. Donc, je suis là pour avoir un discours optimiste. Mais mon défaut mental, c'est que j'y crois à l'optimisme. So we're going to approach another topic now, which is political commitment. And I'd like to ask you how important political commitment is for you, especially in an academic context. Do you think that today's generalized identity crisis, for example, demands a particular kind of commitment on the part of academics? And does it relate in any way, I think it does, to, teaching more about our society's colonial past? What do you think? Well, I think this gives me the opportunity to differentiate myself from my distinguished honoree, because I'm not an optimist, actually. I'm a sort of cosmic Leopardian pessimist. And my romantic pessimism is something that has been entrenched in me, not least by recent events in my country. I feel that part of the wretched situation we face, a situation in which our futures, our hopes have been stolen from us, is bound up with the failure of Britain to work through the implications of its lost imperial phase.
And so, our polity, our democracy, have been corroded by the pursuit of greatness, which has damaged everything. It soils our institutions, it corrupts it paralyzes us. We become stuck somehow with a pathological yearning for the restoration of a greatness which is departed. Mrs. Thatcher, our sometime leader, at the end of the war with Argentina in the early 1980s, made a great speech at the racecourse in Cheltenham. I've never been to the races there, but this is the venue she chose. And in that speech she said, "We will make our country great again." This is the slogan of Trump. The point is, I suppose, that the populist politics of our moment is very much bound up with this, and we reach with ever more intense desperation for symbols. We want to reify the possibility of that restoration. And as you may not be familiar with the horrible song that our football supporters sing at the games, 2 World Wars and 1 World Cup. Well, even in the surrogate form of sporting activity, our greatness evades us. So I suppose to think politically and theoretically about this problem has been a challenge for me, and has been in the early work I did around nationalism, British nationalism, which linked it to racism, which linked it to the failure to work through, in a psychoanalytic sense, the after effects of empire. This has been a project. And the problem we face as teachers, I suppose, I don't know if this counts as a political matter as such, is a situation that our students are terribly ignorant. We used to imagine that having more information was going to emancipate us. Now we're drowning in information, but we have very little actual knowledge. We are, we live in a sort of agnopolity. There's where people don't know anything, and this is a terrible deficit in our democracy, particularly where the memory of empire is concerned. So I think the first job of the teacher is to restore the memory of Europe and to struggle over what counts as history. To struggle over what counts as history in this context. To give our nations back their histories. And that way we can promote a working through of that history which will free us for the future. Prendre celui-ci, je pense que ça va, ça marche. La notion d'engagement, elle est fondamentale aussi chez vous, évidemment. Vous vouliez rebondir sur ce que disait... Oui, parce que, étant de mieux en mieux informé, je suis de moins en moins optimiste. Et donc, ce que vous dites est absolument clé. Et dans ce que vous dites, il y a aussi quelque chose d'un message que je voudrais donner, qui est ma conviction, mais croissante. On est dans un monde morcelé lors du savoir, alors que le monde réel est un monde religieux au sens étymologique, c'est-à-dire relié. Donc dans ce monde, avec ce savoir morcelé, comment peut-on comprendre le monde relié? Donc, les recettes valables partout ne servent à rien du tout. Avoir une vision globale de l'eau n'a aucun sens, puisque le bassin du Brahmapoutre n'a rien à voir avec le bassin du Mississippi, qui n'a rien à voir avec le bassin du Nil, et le Nil bleu n'a rien à voir avec le Nil blanc. Donc, être spécialiste
c'est la moindre des choses, mais les spécialistes ne servent à rien. Regardez ce qu'il en est en médecine. Vous voyez une suite de médecins qui sont spécialistes d'un centimètre carré, qui toute leur vie n'auront fait que des remplacements de valves cardiaques ou des opérations de ligaments croisés du genou. Et en France, la médecine générale est devenue une spécialité. Quand vous dites cette phrase, écoutez-vous dire cette phrase, c'est vraiment une sorte de défi, de déclin absolu de la pensée et du non pertinent de la pensée. Et en ce qui concerne la politique, moi j'ai été militant politique de l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, pour des raisons nord-sud, hein, c'est-à-dire pas tellement de les questions nationales françaises, franco-françaises, mais c'était des questions. Et ce que vous avez dit sur la Grande-Bretagne, peut s'appliquer exactement à ce que c'est que la France. C'est-à-dire que nous vivons sur la gloire passée. Nous sommes les rentiers de la gloire passée. Et rien, dans sa vie personnelle, comme dans la vie d'un pays, n'est plus aveuglant que la rente, que vivre dans la rente du passé. Je connais des camarades qui ont eu le Goncourt comme moi, et depuis 35 ans, ils vivent sur le Goncourt. Donc ils ne voient rien du tout. Ce sont les rentiers. Je hais les rentiers. Et la France est, je crois, peut-être encore pire que la Grande-Bretagne, la championne du monde du refus de la réalité. Et on prend un exemple, l'enseignement de la langue française, on en parlait. On refuse la réalité, qui est de dire qu'un petit Français sur 5 à l'âge de 12 ans ne maîtrise pas la langue du pays. Et en France, il y a une originalité très particulière quand un système, notamment éducatif, mais pas seulement, quand un système ne marche pas, on continue ce système. Et pire, on engueule les autres pays qui ont choisi un autre système qui marche. C'est ça la France. Donc je dois vous dire que les, entre guillemets, grands pays, comme la Grande-Bretagne, ou la France éternelle, fille aînée de l'Église, ça m'énerve. C'est pour ça que j'aime bien être, et pourquoi je viens si souvent, être dans des pays plus modestes et plus inventifs. Et je vais aller un peu plus loin. Quel est l'espace pertinent d'action politique? Et j'ai des vrais doutes, contrairement à tous les populistes, sur la question nationale. Et ce que je vois avec passion, et je travaille là-dessus et je voudrais le sentiment de Paul, il y a une sorte de retour au Moyen-Âge qui me passionne. Et on est à Liège. On est dans une grande ville. Ce n'est pas un grand pays, mais c'est une grande ville. Et cet univers de ville de foire, cet univers des grandes cités un peu indépendantes, me passionne. Quand je vais à Hambourg, je me sens bien. Quand je vais ici, je me sens bien. Parce qu'on invente la vie. C'est-à-dire la politique, c'est aussi la police. Police en grec, c'est-à-dire la ville. Et alors la question qui est posée après, que deviennent les espaces en dehors de ces villes très dynamiques? Vous avez des villes extrêmement dynamiques dans lesquelles les gens se reconnaissent avec des véritables identités. Et on fait quoi dans les espaces qui ne sont pas dans les villes? Et en France, par exemple, nous avons maintenant 16 métropoles où il y a un taux de chômage assez réduit, où il y a du dynamique, où il y a des opportunités, etc. Mais la France n'est pas 16 Singapour. Il y a 25 millions de Français qui sont en dehors de Singapour. Vous voyez ce genre de questions. Donc c'est pour vous dire que j'ai l'impression d'avoir, on a toujours cette impression-là, mais d'avoir le même militantisme actif que j'avais quand j'avais 17 ans, mais j'essaye de trouver, avec le plus de lucidité possible, le lieu où agir. Maybe you'd like to respond about to Eric's question.
I suppose the danger of the new serfdom, as people call it, in the transformation of economic life, has created a new geography. And we feel this acutely, not least because London is increasingly divorced from the surrounding regions. And our response to the conjuncture, the crisis of the moment is quite different, actually, even than the reactions that are to be found in other cities in our country, elsewhere in our country. I think that this is, going back to the Middle Ages, I suppose I had got only as far as imagining we were going back to the 18th century, so I don't know if that's better or worse. I suspect better, but that's my romantic feeling coming out again. How this quality in our city was endowed in it by world trade, was endowed in it actually by an older history, because London was there before Britain was there, before England was there, London was there, and one can open up these very buried dimensions of local experience, and there are still resources, not just political resources, but cultural resources to be unlocked from that archive. But all of it presupposes a kind of literacy, and I would dispute Eric's suggestion that the French are the world champions in these areas, because I can tell you that nobody's educational system is more dysfunctional than ours, actually. And this is absolutely implicated in the horrible situation that we are struggling with right now. And it's complicated too. I suppose I want to introduce another topic, because so much of my work has been addressed to a critical history, a critical understanding of the power of racism in civic life, the power of racism in political life, in intellectual life. And I want to link the culture of ignorance, the culture of ignorance which swirls around us and distorts things, really, to the increased power of populist, nationalist affect, nationalist sentiment, which simplifies the world, which simplifies our language. These are dimensions of the unsavory political conjuncture we inhabit, that our language is flattened, our knowledge is lost, and in that environment people seek a kind of certainty, which is the opposite of water, actually. They seek a certainty, a solidity, a fixity, which is the opposite of the fluid, the opposite of the liquid. And I suppose the water appeals to me partly because it teaches not only an aesthetic and a historical lesson, but it opens into a moral lesson also, if that's not too cryptic. Oui, tu veux? Ouais. Non, je sais pas. Moi, je suis émerveillé parce que c'est une allégorie absolument lumineuse. La vie, c'est la fluidité. Et la fixité, le gel, c'est la mort. Et on voit bien ce qu'un confrère à moi, Amin Malouf, a appelé les identités meurtrières. Parce que c'est des identités fixées. C'est le en soi de Sartre. C'est-à-dire l'immobile. On est français pour jamais. On est anglais pour jamais. Pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire que ce côté comme une pierre, c'est dur parce que c'est mort.
on dit la rigidité cadavérique des identités. C'est ça qu'on pourrait employer. Alors que la vie, par définition, c'est fluide, c'est circulaire, c'est le passage, c'est nourri des apports successifs. Donc, absolument lumineux. Et c'est vraiment au cœur de ce qui est en train de se passer là. Au cœur. Et alors, ça peut être des identités de nous-mêmes, c'est-à-dire, je vois race blanche, français, etc., mais ça peut être les identités complètement inventées du 8e siècle. En disant ben voilà, ça peut être l'islam, c'est ça, c'est pareil. C'est pareil. À un moment donné, c'est arrêter. À un moment donné, on arrête les compteurs. Pourquoi 8e siècle? Pourquoi pas 14? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas à quel moment on décide que la vie, c'est s'arrêter? Le principe de la vie, c'est que ça ne s'arrête pas. C'est que la mort fait partie de la vie, sauf quand, justement, on baptise cette autre mort qui est la vraie mort, c'est d'arrêter et on change en pierre. Voilà, et tu es devenu une pierre. Donc c'est absolument lumineux, on est dans le cœur de l'affaire. Parce que quand plus ça va, plus quand quelque chose se passe, je me dis qu'aurait fait l'eau? Qu'aurait fait l'eau à notre place? Et si on est dans un parcours différent de l'eau, je m'inquiète. La leçon de l'eau. Alors, ça ne veut pas dire que je ne bois que de l'eau. Vous avez bien compris. Mais comme je suis assez hypocrite, puisque j'ai été éduqué par les jésuites et François Mitterrand a parachevé mon éducation, donc j'ai une certaine capacité d'habileté avec moi-même, donc je me sauve en disant que dans le vin, il y a 70% d'eau. Est-ce que parmi ces identités, comment est-ce que vous situez une identité, si tant est que c'en est une, comme celle de la francophonie, celle de la revendication d'être francophone? Parce que vous êtes, moi je suis assez sensible en tant que professeur de français et de langue étrangère, évidemment, à ce volet de votre œuvre qui aborde la grammaire comme une chanson douce, toute cette approche de finalement ce qui constitue pour des étudiants un ensemble de contraintes, d'entraves à leur liberté finalement, mais qui est la base de leur apprentissage. Et je me demandais si l'univers francophone, et puis aussi en tant qu'académicien, c'est quelque chose qui aussi répond à une représentation de ce que vous... Est-ce que c'est quelque chose qui va dans le sens de ces identités un peu nécrosées, ou justement ça peut être un tremplin vers un combat vers la non-ignorance, enfin, le combat contre l'ignorance que vous... Alors, si je me suis souvent posé la question, est-ce que je me sens plus français ou plus francophone? Et en fait, je me sens plus francophone. C'est-à-dire que la définition d'un pays, c'est quoi? C'est la possibilité de déclencher le feu nucléaire, c'est la possibilité d'avoir l'autonomie en termes d'armée, parce que, bon, ça demeure un peu, mais ce n'est pas décisif pour mon identité à moi. La propriété économique, elle n'est pas seulement française. La propriété du sol français, il n'est pas seulement français. Les frontières françaises, on sait bien que tout ça est remis en cause par l'Europe et je suis content, etc. etc. Donc l'histoire de France, c'est mon histoire de France, mais l'Angleterre aussi fait partie de mon histoire. L'Algérie fait partie de mon histoire. Donc, au fond, alors que la langue française me façonne, je suis un enfant de la langue française. C'est pas une manière de parler, c'est une manière de penser, c'est tout. Ça me vient de là. Donc, et ce que j'aime, et je me bats là-dessus, mais et c'est l'Académie où on a tendance à dire l'Académie française est propriétaire du français. Non, non. Il y avait une très belle expression de l'ancien perpétuel qui était nous avons une langue en partage. Et moi, je fais mon marché de langue française ailleurs qu'en France. Quand je vais en Belgique, grâce à vous, vous m'avez donné ce recueil de Thierry, et donc je vais faire ce bonheur de ce marché. On a cette grande communauté, pareil en Afrique, pareil à Québec, pareil un peu partout. C'est-à-dire cette invention-là, je me sens de là encore une fois, sans être propriétaire, sans être entier d'une langue immobile, encore une fois.
Donc au contraire, il n'y a rien de plus vivant. Imaginez une seconde, et là je vais poser une question à Paul, mais imaginez une seconde que j'abandonne, on me dit c'est fini la langue française. Si on me donne en échange une vraie langue, anglaise, russe, chinoise, bon, je perds un univers, je gagne un autre univers. Mais si on me dit, tu quittes la langue française, et en échange on te donne 400 mots qui permettent juste de survivre, et quand je vois des grotesques petits traders gris, pléonasmes, qui ont 400 mots qui servent à rien du tout que à foutre la merde, aucune justification économique d'aucune sorte sauf faire du pognon, je me dis, mais comment peut-on échanger pour la langue française 12 siècles de trésors pour 400 mots? C'est comme ces trous dans les murs au Japon qui sont des chambres. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une chambre à coucher? Tout ce qu'on peut faire, assis, debout, allongé, par terre, dans une chambre à coucher. Et on est juste et tout, on échange ça. Imaginez qu'on échange la formidable nourriture contre des pilules qui permettent de ne pas mourir. C'est la même chose. Et regardez ce qui se passe avec l'anglais. C'est les gens comme Paul qui viennent en dehors de l'Angleterre, nourris, ils viennent nourrir la langue anglaise. Ce qui s'est passé pour la francophonie. Donc ils sont nourris par l'extérieur, par une sorte de revanche des esclaves, qui donnent la vie alors qu'ils ont reçu la mort. Donc moi je lis avec passion ce qui est, je crois, votre champ de travail, c'est-à-dire la langue anglaise des non-anglais. Eh bien c'est pareil en français. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, c'est quand même hallucinant, d'un point de vue linguistique notamment, ce qui se passe avec Trump. C'est qu'il est contre les Mexicains, alors que dans 2 générations, on parlera peut-être plus anglais aux États-Unis. Donc, bravo pour la vision de l'avenir. Voilà, enfin, je suis un peu échauffé là. Non, mais la question, c'est en pleine fraternité, parce que il est l'incarnation même. On parlait de Salman Rushdie, on parlait de Naipaul. Naipaul, c'est vraiment, ça me fait tellement rire que Trinidad donne des leçons d'anglais à Oxford et Cambridge. Well, I feel that I don't like to admit this, but I'm very conservative in many of my approaches to language, and I feel a great love of the English language, and I feel greatly disturbed by the way the language is being changed through the Americanization of language, which renders it a more generic language. Now, I'm not in any way somebody who is hostile to the way the language develops and changes when it is spoken by people who speak it as a second language or a third language or a fourth language, or who come as migrants and settlers. There's growth there, there's accretion, there's a possibility of enrichment, and the language is a living system, so it grows. But I think that the Americanization of our culture is something which is damaging our language in a very deep and troubling way. And I would link that also to the export of generic American notions of identity, generic American notions of taste, which are bound in such a problematic manner to some of the populist problems we were talking about earlier on. The export of American racial rhetoric to the rest of the world involves the proselytizing of whiteness, the reification of blackness. These things they travel in the world, and they resonate, they are taken up, and I don't think we gain much where they are
strongly appealing to people. And I feel this loss. I feel this loss in my life as a teacher of literature. In a way, I left teaching social science. I left London School of Economics and moved 50 meters to another university next door to teach literature, because I felt that the truth of literature was more important to me than the truth of social science in this stage of my life as a teacher. So I think there is a struggle there. It's a big struggle, and the globalization of, not of commerce necessarily, but of social media, of communication, I use Twitter. I'm ashamed to say I occasionally use Twitter, but this pressure, 140 characters only. This is a symptom of the damage which is being done to our capacity to think and to articulate and express ourselves. And I'm happy to be in a literature department where the students are not so phobic about a complex sentence or paragraph, where I don't like it when they reproduce them 19th century English in their own writing, but they should be able to engage it without fear. So obviously you're seeing eye to eye in many respects, France, England, and maybe I'd like to evoke Belgium now, which I'm afraid to say has also failed to work through its colonial past and the side effects of empire. And I'd like to know what your impression of Belgium is. It's a country with huge identity problems, with a silent colonial past, now involved in the war on terror. So do you know anything about Belgium? Have you? I'm fortunate to say that I've visited Belgium many times, although I've not been in Liège before. And I don't want to trivialize your question, because I owe a lot to the Dardenne brothers for their luminous rendering of some of the complexities in your polity and in your contemporary situation. It was very difficult this week to look at the news that was coming from the Congo and to be preparing to come to be here, because I feel that there is a shadowing of your history in that. Eric has already pointed to the enduring resonance of these connections, these historical associations over time. And although it may be very convenient for many, as there are in my country, to say, well, we left that place long ago and everything that's happened there is a responsibility of the people who have been in charge since formal independence was acquired, I think one can't be serious about understanding the terrible problems and dangers in the center of Africa without really acknowledging the enduring impact of that colonial life. So the question here really is, what does Belgium do with that knowledge? How do we prevent that history from making us petrified, fixing us too much? What does working through a memory mean? Obviously the standard distinction in this field is really between the mourning process and the melancholic retention of the memory as a hidden, submerged source of nourishment. So how does one begin to mourn, to work through that? And what is the form of dialogue that one can create in the society and between societies in order to foster the optimal outcome there? And I know that that process is underway. I understand that process is underway. I'm not someone who's pessimistic about that, actually. I think that those things are alive around us. I understand in Liège at the moment there is an exhibit around the history of human zoos. I know Liliane Thuram has been involved in that. So this work is ongoing, and if we look for it, we'll find it. Alongside the damage done by the populists and the racists and the nationalists, we'll find generous
responses to the figure of the refugee. We'll find hospitality being worked informally. The kind of security culture which criminalizes the act of solidarity with the people who come out of the water is there, but there's also an amazing infrastructure, a generous infrastructure of hospitality, of care, which is articulated, often working around the strictures which governmental power has placed as obstacles. So I'm optimistic about that. But these things can't be compressed. They can't happen quickly. And there must be a struggle that connects our life in universities to other layers, other spaces within the system of education. I think this was something that's very important. When I worked in the Center for Cultural Studies in Birmingham as a student, one of the things that was very important in building that intervention was constantly to meet with people in secondary education, people teaching much younger children, to talk to them about how the curriculum could be challenged and developed, how it could become more adequate and more compelling in a, I know we're not allowed to say this word any longer, in a multicultural environment. So these are important questions, and I think, you know, apart from the fact that in our situation the universities themselves are being destroyed, which is a really serious problem. I don't want to minimize it, but even in that bleak situation where the institutions are being transformed and attacked, changed from being places where the revolutionary force of human curiosity can be celebrated, and reduced to factories for credentials, even in spite of that, there is still a great deal of this work which is going on. So one of the first things we have to do is to make that work visible. It may be that at the moment, in our country, that conversation is not being led by academics or politicians. I think it's a conversation which is being led, above all, if it's being led by anybody, by artists, actually. By artists and by poets and writers, who are much more, they're like the canaries in the coal mine, you know? They let you know when you have that problem. Thank you. So you're optimistic, On that point. Et vous parliez des traders à 400 mots tout à l'heure. J'ai appris ce matin, en faisant votre connaissance, qu'un des liens que vous aviez, un des nombreux liens que vous aviez avec la Belgique, c'est cet auteur dont on le taxe parfois de façon un peu méprisante de n'avoir que 500 mots à son vocabulaire, c'est Simenon. Et voilà, je voulais peut-être un petit peu évoquer ce lien avec la Belgique. On en parlait, mais plus largement aussi peut-être de ce que M. Gilroy a évoqué tout à l'heure en conclusion de son intervention. Alors, avant de parler de ma chère Belgique, je dois dire que je suis moins optimiste que lui. Parce que il y a des questions de démographie qui sont des questions taboues, qu'on évoquait il y a 20 ans, mais on n'ose plus évoquer. Pour toutes sortes de raisons, notamment religieuses. Et que, une fois encore, les idées générales n'ont pas de sens. Mais des tensions régionales particulières doivent être regardées. Il se trouve que pour y avoir beaucoup travaillé, avoir écrit, et ne plus pouvoir y retourner, je connais bien le Mali et le Niger. J'ai connu la ville de Bamako avec 800 000 habitants. Il y en a 3,5 millions. La moitié de la population a moins de 14 ans et demi. La moitié de la population a moins de 14 ans et demi. Perspective d'avenir nulle. Quand on a des perspectives nulles, il y a deux solutions qui sont liées, le djihad et les trafics. Les uns finançant l'autre. Où est-ce qu'ils vont aller? Qu'est-ce qui va se passer? Dans un pays comme le Mali, dans un pays comme le Niger, quand vous aurez dans 20 ans 50 millions d'habitants dans l'un, le Mali, 70 millions dans l'autre, le Niger, où vont-ils aller? Question posée.
C'est pas vrai pour l'ensemble de l'Afrique. Dieu sait, j'écris un livre qui s'appelait « Besoin d'Afrique » il y a 15 ans, et donc qui est là, je crois à l'Afrique, au développement de l'Afrique. J'ai 1000 preuves du développement de l'Afrique, mais il y a des zones particulières qui sont... alors, il y a eu l'intervention française, mais et tout ça, ils y sont pour une durée indéterminée. Je ne peux plus y aller, je ne peux plus y aller. La question de la mondialisation, il faut bien voir que c'est quand même incroyable le nombre de pays qui sont fermés. Je ne peux plus aller en Afghanistan, je ne peux plus aller au Cachemire, je ne peux plus aller en Somalie, je ne peux plus aller en Érythrée, je ne peux plus aller dans la moitié de l'Éthiopie, etc., etc., etc. Je ne peux plus y aller. Je peux aller avec escorte à Bamako, je ne peux plus aller à Ségou, je ne peux plus aller à Mopti, je ne peux évidemment pas aller à Kidal, etc., etc., tous ces endroits où j'ai été. Donc, vous voyez, donc, la question de l'immigration va être une question absolument clé. Je ne sais pas comment on va régler, c'est ce qui se passe à Lampedusa, tout ça est épouvantable. Franchement, mais c'est une question clé et de toute façon, ma conviction, j'ai 1000 raisons d'être européen, mais peut-être la première, c'est ce genre de questions qu'on ne peut pas régler seul. Alors les populistes gagnent les élections en étant populistes, en disant cette illusion qu'on peut avoir des réponses solitaires, c'est complètement faux. J'ai, pour être franc, un vrai problème avec la démocratie. C'est-à-dire la démocratie fabrique du mensonge, de plus en plus. Et si je devais refaire des études, et si je choisissais de la philosophie, ce serait une vraie réflexion sur la démocratie aujourd'hui. Parce qu'il y a deux questions. On fabrique du mensonge, donc de la déception. Si vous êtes dans la vérité, vous n'êtes pas élu. Et c'est une course à l'échalote du mensonge, premièrement. Et deuxièmement, la démocratie est dans l'incapacité de prendre des décisions pour le long terme. Vous êtes toujours pris en otage par le court terme. Il faut avoir une formidable vertu pour choisir une action qui n'aura des répercussions bénéfiques que dans 20 ans, après 3 mandats, plutôt que, que vous ne pourrez pas célébrer dans toute la presse, par rapport au choix de quelque chose d'aujourd'hui où tout le monde vient. J'ai vu, c'est la question de l'eau. Quand vous inaugurez une nouvelle usine d'eau potable, tout le monde est d'accord, vous déplacez la presse. Mais si vous dites je vais réparer les tuyaux, et dans des pays, vous avez 75% de fuite dans les tuyaux, vous emmerdez tout le monde parce qu'il y a des travaux, et en plus, aucun journaliste ne se déplacera pour célébrer les travaux qui améliorent les adductions d'eau. Donc, vous voyez, il y a une vraie question. Alors, j'ai une solution. C'est pour ça que j'annonce ici la possibilité que je me présente à la primaire française. J'ai une solution pour donner plus de poids au long terme dans les démocraties. Vous allez voir à quel point c'est intéressant. Personne à l'Académie française n'est d'accord, étant donné la moyenne d'âge. Parce que ma proposition est la suivante: un droit de vote proportionnel à l'espérance de vie. Calculé. C'est-à-dire, moi, j'ai une voix, mon fils en a 7. Vous avez compris, personne à l'Académie française, notamment, n'est pour. Thank you. So maybe before we open up the floor, one last question, Paul. If The Black Atlantic was published in 1993, were you to write the book now, would it be very different, do you think? The person that wrote that book died a long time ago. I'm happy that the book has its own life, like a child. It goes off into the world and does its own thing, you know. So I tend not to teach my own work or to reread my old books. I'm more interested in the next books than the last ones. So yes, of course, I wouldn't have been able to write that book now because I don't think I would have had the bravery to do it, to attempt such a thing now. I think our imaginative horizons have contracted greatly as a result of being deluged in information. And I think that book was written in the libraries, you know. I went to the libraries and I sort of went to the shelves and found the next book
along from the one I was searching for. This is a familiar experience. But now, you know, with so much material, so much historical archive available online and so on, I wouldn't have ever got to the end of it. So that's a different. And I think it was something that, although I was very much aware of the catastrophic future of political ecology, let's call it, I didn't really take that into account. I feel now, to write such a book, one would have to address it much more directly, not just to the demographic questions, but to the climatological, meteorological, and environmental issues that have a bearing upon our reflection of the relationship between land and sea. When I wrote that book, I hadn't read Carl Schmitt. I know people like him as a critic of bourgeois liberal stuff. I'm not interested in that side of Schmitt at all. I find his Nazism obviously repellent. But I do find his reflections on the relationship of land and sea to be instructive, that his view of the nomos of the earth is something, even though its fascistic provenance is evident in many places, is something that from which one can still draw a great deal. So I would have, I think, articulated now a different kind of cosmopolitan responsibility, however vain, and I would have had to address it much more directly to questions of climate change. Several points in our discussion this morning, we've talked about the crisis of the Mediterranean in Lampedusa, in Lesbos, and so on. And I think, you know, once these things, well, I mustn't speculate, but I think also the relationship between the large boats of the 18th and 19th century and the smaller boats which carry people now in different directions across the Mediterranean, in different directions across the Atlantic. This would loom much larger in my thinking, because I feel that this is a matter of great political urgency. And it's quite how it becomes eventful, I'm not sure, because this is a problem we've known about for many years. It's been documented by the media in Greece and Turkey for at least 15, maybe longer years. You know, my dear friend Isaac Julian, the artist, made his work about Lampedusa 10 years ago. His work of the Chinese cockle pickers who are drowned in the sea, phoning home to China while the water comes over them. This is, as I said before, a conversation which is being led by artists, and I feel that although there are points in that book where the effects of contemporary artistic practice are acknowledged, usually that's in the footnotes. I think nowadays one would have to build a much more vital connection between the dynamic work of curators and artists, people working in fields where they are encouraged to feed the imaginations of others than perhaps the more narrowly based argument that I made at that time. I must say, Paul, I would like to propose the title of your new book, Black Mediterranean. Yeah? Yeah, Mare Nostrum, yeah. Monstrum, Mare Monstrum, yeah. Yeah. Oui, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, juste pour conclure, avant de passer la parole au public, par rapport à l'Académie française. Quand on est immortel, Éric Orsena, de quoi est-ce qu'on a encore peur? Oui. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au Sénégal. Juste après l'élection, j'ai été invité par mes amis de l'association des écrivains du Sénégal. Et alors,
Je ne vais pas faire l'accent, mais un petit peu, imaginez la palabre. Alors vraiment, je ne vais pas jouer l'accent africain, mais vous imaginez. Mais nous sommes honorés d'avoir un immortel parmi nous, et ça a duré des heures et des heures. Et puis, très joyeux, avec du bissap et tout ça. Et puis, il y en a un qui dit « Ah oui, mais toi, tu es immortel, mais tu n'es pas éternel. » Et alors, ça continue comme ça, et pourquoi tu es immortel, mais pas éternel, et ça dure encore 2 heures, et puis il y en a un qui lève la main et dit « Moi, je sais pourquoi tu es immortel, mais pas éternel. Tu sais pourquoi tu es immortel, mais pas éternel ?» Alors je dis « Non, parce que les crédits ne sont pas arrivés. »